Etiam qui ont directement été concernés par le feu et d'Urban à la limite. On voit bien voilà, qu'on a un nombre de communes qui ont été traversées, donc c'est 3000 bâtis qu'on essaye de préserver et du coup on a à chaque fois là aussi une priorité qui est donnée non seulement sur la limitation de la progression de ces lisières mais aussi la protection des différentes habitations. Donc dès lors qu'on a effectivement là aussi connaissance d'une fumée suspecte et à plus forte raison à proximité d'une habitation, on engage des équipes. Et ça a été le cas dans la journée où on a eu connaissance de fumée aux abords d'habitations. On a vu là des moments, on a vu des colonnes de fumée qui repartaient assez vite. Est-ce que vous arrivez à les juguler rapidement? Comment ça se passe? Là, on voit bien qu'il y a 20 hectares, donc si on le compare à nos 15 000 hectares parcourus, ça semble peu, mais c'est déjà important, alors qu'on voit qu'on est près de 2000 sur l'opération, qu'on a des moyens rien. Donc ça rappelle l'état de sécheresse et de température et de vent qui nous paraissent pas importants, qui suffisent à ce que malgré la présence de pompiers, le fait de déplacer un véhicule, de sortir des tuyaux, de cheminer, d'amener l'eau à la lance, le feu fait son affaire et du coup progresse et commence à dévorer des superficies, des mètres carrés et voire des dizaines de mètres carrés. Et c'est là que voilà, l'appui aérien est précieux pour combiner les troposols, mais on a quand même, on voit 20 hectares, donc on l'avait dit ce matin que le feu progressait moins vite, hein, et on voit que là il est plutôt dans une zone cerclée, mais pour autant il faut rester prudent, comme on l'avait indiqué par rapport aux conditions météo. Vous ne pourrez pas le déclarer fixé ce soir? Là, on n'est pas encore en fin d'après-midi. On est toujours, nous, avec des moyens conséquents. On avait hier encore 300 largages qui se sont faits avec les moyens aériens. Là, on n'a pas fait le total des moyens aériens conséquents qui ont été engagés. Mais voilà, le fait de garantir que le feu ne progresse plus participe à pouvoir passer feu fixé. On a tout mis en œuvre. On verra ce soir, effectivement, si on aura un feu fixé. On voit bien que l'évolution qu'on vient d'indiquer laisse penser que ce ne sera pas forcément le cas. Je me permets 3 éléments complémentaires. Hein. D'abord, sur le feu fixé, il y aura d'abord la phase de stabilisation, c'est-à-dire quand le périmètre sera constant, ensuite il sera fixé, puis il sera maîtrisé. Il faut que, voilà, hein, que vous compreniez bien le vocable. J'ajoute à ce qu'a dit le colonel que nous disposons aussi d'une unité de génie très importante, avec 8 bulldozers et 2 engins chenillés que vous avez sûrement vu passer sur des porte-chars. Ils sont un outil opérationnel extraordinairement important parce qu'on a la capacité soit de restituer des pistes endommagées, soit de créer de nouveaux coupe-feux. Et opérationnellement et tactiquement, c'est un appui très très important pour eux. Et je voulais juste vous dire qu'à 15 h, le préfet à la mairie de Saint-Laurent-de-la-Cabrerie a organisé une réunion avec les 17 maires impactés, hein, tout le périmètre de l'incendie, parce que vous savez que c'est un combat et que le combat il participe aussi d'une anticipation des situations. Le colonel Magny l'a dit sur les évacuations ou la gestion préventive. Nous sommes aussi en train de poser les premiers jalons de ce qui se passera après, c'est-à-dire quand nous aurons terminé la phase de crise, quels seront les besoins, quels seront les outils à mettre en œuvre et de quels services nous aurons besoin. C'était le premier jalon de cette anticipation de crise que nous avons posé cet après-midi. Concernant l'origine de l'incendie, l'état des forces, comment vos pompiers ont... Les pompiers, on est aussi à gérer, vous avez raison, les forces en présence, des relèves importantes. Vous avez vu aujourd'hui, ce matin, il y avait le passage des consignes pour la chaîne de commandement, mais il y a la même chose qui se fait sur le terrain. Donc là, les pompiers du Gers, mais aussi du Vaucluse, comme de la Haute-Garonne, et j'entendais aussi cet après-midi la Vendée, qui organise un bus qui vient justement s'y relever. Une colonne feu de forêt, c'est 60 à 70 hommes. Donc chaque colonne organise sa relève pour permettre de s'inscrire dans un temps long. Hein. On le voit, ça fait déjà 3 jours qu'on est sur le feu et pour autant, on a des effectifs identiques. Donc voilà, la relève s'organise. Nous, on est aussi à s'inscrire avec, à organiser les dons, parce qu'on a énormément de dons là, de gens qui veulent soutenir les habitants et les pompiers pour pouvoir justement participer. Voilà, donc c'est aussi une gestion, mais c'est surtout nous la gestion effectivement du maintien en condition des gens à travers la restauration et puis le repos. Hein, donc c'est une gestion qu'on a en lien avec le centre opérationnel départemental en préfecture pour pouvoir là-dessus trouver des lieux de récupération et de restauration les plus proches aussi de leur zone d'intervention et en même temps qu'elles soient organisées et pas simplement voilà, sur la bonne volonté, parce qu'il y a besoin aussi plutôt que d'en mettre 10 dans chaque bâtiment, d'avoir plutôt des structures simples, adaptées, proches et en même temps dimensionnées pour voilà, reconditionner les personnels et leur permettre de récupérer pour retravailler. Les enquêteurs connaissent l'origine de l'incendie, mais ils ne savent pas encore si c'est volontaire ou pas. Ça, vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question. Vous savez que c'est un autre temps, ça. C'est le temps de l'enquête, qu'il est dans les mains du procureur de la République et que, par postulat, nous sommes dans la phase opérationnelle de secours aux personnes. C'est une phase importante, extraordinairement importante, mais qui est dans les mains de la justice avec une enquête, donc cadrée par le ministère de la Justice, et les identifications criminelles sont en cours, effectivement. Je voulais juste
juste rajouter par rapport au reconditionnement des pompiers, parce que c'est une question importante, je veux saluer l'extraordinaire implication des collectivités, des mairies qui sont à nos côtés, des communautés de communes et l'agglo de Narbonne, parce que les maires jouent le jeu depuis le début à travers les plans communaux de sauvegarde, mais à travers surtout une extraordinaire solidarité territoriale qui permet aux pompiers de se reconditionner. On utilise souvent la notion de combat. Pouvoir combattre, c'est durer aussi. On a vu des arbres tomber. Est-ce que vos colonnes sont parfois gênées par ces arbres qui tombent? Est-ce que ça peut être une menace aussi pour les gens qui vont devoir circuler sur ces routes quand ils vont pouvoir rentrer chez eux? Effectivement, ça fait partie, ça, des choses. Ça me fait penser justement qu'on a dans les accidents des sapeurs-pompiers, il y a eu un cas comme ça d'un feu d'arbre suite à la foudre et le pompier intervenant est décédé suite à la chute d'arbre. Donc ça rappelle qu'effectivement un arbre qui a été brûlé montre une fragilité, au même titre que sur la D50 où on avait des poteaux téléphoniques où tout le long de la route ils tombaient, qu'on a dû prendre justement le soir du feu. Ça fait partie des dangers. Il y a la phase de lutte et de crise où on prend des risques proportionnés. Lorsque le feu commence à évoluer favorablement et progresse plus lentement, on doit prendre des mesures de sécurité. Donc ça fait partie des diagnostics. Lorsqu'il y aura des réouvertures de route, le conseil départemental prend un certain temps pour analyser justement les risques qu'il pourrait y avoir sur la chute d'arbres sur la route pour sécuriser avant sa réouverture. Donc ça, on y veille, en tout cas en relation avec les services, surtout sous l'égide de la préfecture. Donc voilà, ça c'est un sujet. C'est une question cruciale parce qu'elle pose à la fois la question de la réouverture des routes avec une validation par les pompiers et par le gestionnaire de voirie qui est le conseil départemental. Nous donnons ensuite l'autorisation. Ça pose aussi la question du retour chez eux des personnes, même dispositif, validation de la sécurisation de leur parcours et prise en compte aussi de la situation de terrain, parce que faire revenir des gens chez eux où il n'y a pas encore d'électricité, ça pose une difficulté avec aussi des approvisionnements en eau. Donc tout ça se gère de manière très anticipée mais très prudente. Est-ce que les conditions météo des prochains jours vous inquiètent? Parce qu'on parle de conditions particulièrement difficiles. On est dans un été, effectivement, on le voit avec ces feux d'ampleur et ces vitesses de propagation qu'on rappelait hier, avec dans certaines périodes 1000 hectares à l'heure que rappelait monsieur le sous-préfet. Voilà, donc on est sur des conditions météo où chaque jour on analyse pour le lendemain et on peut souligner surtout l'extraordinaire solidarité nationale, des pompiers qui sont venus de toute la France et qui viennent soutenir les pompiers de l'Aude dans la chaîne de commandement, mais aussi dans tous les emplois, non seulement en acheminant des véhicules de lutte, mais aussi des personnels qu'il faut relever, tout en assurant eux-mêmes leur sécurité, avec l'activité croissante dans des exemples du département de l'Aude, où le secours à personne ou la surveillance des plages fait partie aussi de nos missions. Donc c'est un défi quotidien que de garantir ce dispositif pour lutter contre ce feu important. Comment vont les pompiers ardéchois qui ont été blessés dans l'accident? Alors on a des nouvelles régulières des 3 pompiers blessés légers qui eux ont rapidement rejoint le groupe justement feu de forêt. Ils ont été relevés depuis et ont regagné leur département et leur famille, même si le blessé grave qui était le conducteur du véhicule, lui est toujours à Toulouse hospitalisé. Donc on est toujours attentif et on prend des nouvelles régulières. Donc la situation est plus stabilisée, mais on est toujours prudent et on espère que lui souhaiter un prompt établissement. Le directeur de l'Ardèche est d'ailleurs passé ici nous voir parce qu'il s'est préoccupé de l'état de santé pour saluer ses troupes et il est passé ici pour aussi lui donner des nouvelles fraîches. Donc on est en tout cas toujours attentif et prudent sur le diagnostic, une situation plutôt stable. On n'a pas encore arrêté le dispositif pour la nuit. Là, il y a le bilan qui se fait par rapport à l'organisation, je vous disais, où il y a une sous-sectorisation avec le secteur avant, droite et gauche. Le bilan s'est fait avec le secteur droit, le secteur gauche, le secteur avant, pardon, et le secteur gauche est en train de se terminer pour pouvoir apprécier le dispositif retenu pour la nuit, pour justement apprécier là où les zones sont encore très actives et pouvoir adapter le dispositif en sachant que pour nous, la nuit, c'est souvent un moment où d'un côté, il faut réfléchir au repos des personnels, mais aussi surtout savoir que les conditions de température et d'humidité nous favorisent par voir l'attaque. Donc on est toujours à avoir des actions en cours aussi, de travail avec les 8 bulldozers à créer des pistes et c'est des actions, on va pouvoir quantifier le nombre de kilomètres de pistes qu'on a pu créer pour justement sécuriser ces zones et faciliter l'action des secours. Sur les départements voisins est-elle un facteur de risque supplémentaire? La canicule, elle est pour les pompiers d'ailleurs un élément qu'il faut qu'on intègre dans les phases de lutte parce qu'eux-mêmes peuvent avoir des effets thermiques qui ne favorisent pas toutes les interventions qu'ils peuvent assurer. Et du coup, nous, d'intégrer la protection des hommes, c'est pour ça que pour ces opérations, on a aussi du coup des équipes médicales avec des ambulances, mais aussi du soutien sanitaire opérationnel pour permettre un reconditionnement rapide des personnels, d'autant plus quand il y a de la canicule. Pour les autres départements, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à engager des personnels en renfort, alors qu'eux-mêmes
ont des risques pour intervenir avec un risque de secours à personne qui peut augmenter, et puis aussi un risque feu de forêt qui peut être plus important sur l'éclosion des incendies, mais aussi sur le développement des incendies de forêt. Sur la canicule, je vous rappelle la règle des 3,30. Dès lors que vous avez moins de 30% d'humidité, plus de 30 km/h de vent, plus de 30 degrés en température au sol, la canicule est un de ces 3 facteurs qui vient majorer en fait le risque incendie. Okay, merci. Merci. Voilà pour ce point de situation commun à 17h réalisé par Rémi Reccio, le sous-préfet de Narbonne, également avec lui le colonel Christophe Mani, le directeur du SDIS de l'Aude. Beaucoup de choses à vous dire avec ce point de situation. D'abord, le feu n'est toujours pas fixé à l'heure où on se parle. Sa progression, en revanche, est atténuée et contenue. Il y a toujours 100 km de lisière à traiter et on comprend évidemment le travail dantesque que doivent réaliser les pompiers. Autre information que nous avons appris, ce ne sont plus 15 mais 17 communes qui sont désormais concernées par cet incendie historique. À 17h, 1850 pompiers sont toujours mobilisés sur le terrain, 6 Canadair, 3 Dash, plusieurs hélicoptères bombardiers d'eau, un incendie qu'ils ont qualifié d'ogre, et il y a aussi 8 bulldozers qui sont déployés pour créer des pistes afin de faciliter le travail des pompiers et d'empêcher la progression des flammes. On va retrouver Célia Vallet sur le terrain bien sûr, puisque vous êtes à Saint-Laurent de la Cabrerise, ville évidemment concernée et sinistrée. Vous êtes avec une personne qui a perdu plusieurs biens. Oui, et l'heure est déjà au nettoyage ici, 48 heures après le passage des flammes sur cette commune. Vous allez le voir sur les images de Lucas David. Ces personnes qui sont en train de débroussailler déjà, parce que le feu est arrivé ici, il est arrivé derrière la montagne, il est arrivé jusqu'ici pour prendre dans ces flammes tout ce que vous voyez. C'était vert avant, voilà ce qu'il faut imaginer, tout était vert. David, merci d'être avec nous. Ces personnes que l'on voit travailler, elles sont ici parce que vous avez été très sollicités par les médias, et il y a une solidarité et elles sont venues vous aider. Oui, tout à fait. Suite à un passage, enfin plusieurs passages même aux infos, les jeunes, vous avez devant vous là-bas, proposé leur service. Donc ils font partie de la société ARF, Alésignan-Corbière. Et ils m'ont proposé de venir débroussailler. Il y avait vraiment un réel danger que les arbres tombent sur les biens et sur les personnes. Donc la décision n'a pas été difficile à prendre. Donc voilà, je leur ai permis de le faire et je les remercie parce que travailler gratuitement à l'époque où on vit, ça arrive que rarement, quoi, on va dire. Il y a une forme de soutien, un élan de solidarité, c'est important pour vous, pour vous remettre de tout ça? Mais oui, parce que ça fait 2 jours là, que je bosse avec mon frangin. Mon père aussi est venu me donner un coup de main avec les moyens de bricoleur qu'on a. On n'est pas équipé comme eux. Donc on fait ce qu'on peut, tandis que voilà, avec notre petit matériel. J'ai des arbres qui ont totalement brûlé, des arbres qui font plus de 10 mètres de haut. J'ai des véhicules qui ont brûlé, j'ai perdu 7 voitures, j'ai perdu... On va aller les voir ces dégâts parce qu'ils sont juste ici. Ouais. D'aller voir. Il y en a une là, et puis j'en ai 5 autres derrière. Ensuite j'ai 7 remorques, j'ai perdu 3 bateaux, là, des petits bateaux de pêche. Voilà, et puis après du matériel agricole que j'avais, on voit mon tracteur dans la cour là, et bon, le tracteur il a fondu, comme on le voit là, il fait bien, mais vous voyez, on voit le filtre à air, il est tout fondu, les feux, tout ce qui est faisceau électrique. Voilà. Vous m'avez dit, on a l'habitude de voir des feux, mais un aussi puissant, aussi rapide, jamais. Mais puissant, rapide, non, jamais, de cette ampleur non plus, c'est historique ce qu'on vit, et puis souvent on le vit plutôt en tant que spectateur, c'est dans les massifs, c'est un peu loin des routes, ou alors on est tenu à l'écart par les autorités, donc évidemment on vit ça comme un spectateur. Là on a été même plutôt acteur ou victime, dans le sens où le feu il est arrivé chez nous, dans notre maison, dans nos jardins, dans nos quartiers, dans nos lotissements, dans nos villages. Et en fait, même si on a été évacué, ça a été tellement soudain que même en partant vite, on s'est quand même fait surprendre, quoi. Donc, parce que vous avez des enfants et une femme qui ne sont pas là actuellement. Des enfants, une femme, pardon, des animaux qu'il a fallu évacuer, donc des chevaux, des chiens, des chèvres, voilà, des gens aussi qu'on est allé chercher dans les campagnes autour du village, qui ont pareil, qui patientaient, et finalement peut-être un peu trop, et heureusement qu'on a été là pour leur donner l'alerte, parce que je pense que ça aurait pu être dramatique le bilan. Voilà, donc maintenant on est à l'heure du bilan. C'est triste parce qu'on a perdu des biens matériels, on a perdu
Un paysage qui était extraordinaire. D'autres ont perdu des maisons, il y en a qui ont perdu la vie. Donc on relativise aussi ce qui nous arrive, hein, mais malgré tout, c'est rageant parce qu'on se dit qu'il aurait fallu peut-être pas grand-chose pour éviter ça, quoi. Merci beaucoup. Bon courage à vous pour la suite. Vous parlez de cette personne qui est décédée parce qu'elle habite à quelques mètres de chez vous, juste ici. Une personne qui n'a pas voulu quitter sa maison et qui est décédée dans cet incendie. Un mot sur l'accompagnement qui est donné aux habitants de ce village. Depuis tout à l'heure que nous sommes ici avec Lucas David, on a croisé des personnes du SAMU et de France Victimes qui apportent un soutien, notamment psychologique, qui vont voir les personnes qui sont encore confinées et qui leur demandent si tout va bien. Voilà, un soutien psychologique est donné ici aux habitants de la commune encore aujourd'hui. Merci beaucoup Célia Vallet avec Lucas David pour ces témoignages, ces réalités que l'on comprend beaucoup mieux à travers ces témoignages. On va continuer d'en parler avec vous, Loïc Rivière du service météo de BFM TV, également toujours avec vous Gaël Musquet, météorologue et spécialiste de l'anticipation des risques. On le voit, il y a ces dégâts matériels, ce sont des vies, on n'a pas forcément conscience, qui sont brisées par ces incendies et il y a toute la gestion après pour ces personnes. Oui, bien sûr, c'est un bien déjà. Un lieu de mémoire, un lieu intime, un lieu où on a donné naissance, où on a grandi. C'est tout ça qui s'en va dans un incendie. C'est terrible. Les inondations aussi sont des événements traumatiques pour les populations. Avoir moi-même été victime d'un ouragan enfant en 1989, l'ouragan Hugo en Guadeloupe, on dit souvent que les enfants font comme leurs parents. Dans ces moments-là, vous êtes plongé dans l'univers et dans l'ambiance en fait de vos parents. Mon père était banquier, on était assuré, la maison était aux normes parasismiques, paracycloniques, mais mon père nous a compté au réveil en nous disant qu'on n'était pas blessé, qu'on n'était pas mort, qu'on avait réussi à traverser cette crise ensemble, qu'on était assuré, que ça serait peut-être pas aussi bien et parfait comme avant l'ouragan, mais qu'on allait pouvoir reconstruire. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Le principal, c'est toujours de préserver la vie. Les souvenirs, malheureusement, peuvent être endommagés par ces dégâts-là, mais la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Et tout cela, évidemment, se reconstruit avec le temps. C'est une forme de deuil qu'il va falloir faire parfois de ces lieux, de ces maisons, de ces lieux de mémoire. Mais tout ça se travaille en famille, avec les amis, avec les voisins. C'est tout ça aussi qu'il faut imaginer et reconstruire après une catastrophe. Et c'est aussi ce que je dis souvent au moment des actions de prévention. Ce sont des choses aussi qui ne s'improvisent pas. Cet accompagnement, il faut l'anticiper en fonction des risques auxquels on est exposé pour éviter évidemment des blessés, éviter des morts, éviter des dégâts. Mais il faut aussi préparer ces populations à potentiellement subir ce choc-là. Et ça ne s'improvise pas. C'est aussi malheureusement là où les coupes budgétaires sont les première. C'est aussi là, malheureusement, on le voit, la santé mentale n'est pas forcément ce qui est imaginé en premier dans ces cas-là. Donc c'est très important aussi que dans les collectivités, que dans les entreprises aussi, c'est important aussi, il y a aussi ce choc de voir perdre son entreprise, le lieu de travail. Tout ça aussi est impacté. Il faut accompagner aussi les secteurs économiques à travailler la santé mentale des potentielles victimes. Et on espère justement qu'il n'y aura pas d'autres villages, d'autres entreprises, d'autres maisons qui seront touchées par cet incendie. C'est en tout cas l'objectif des sapeurs-pompiers. On va tout de suite retourner sur le terrain du côté de Talleyrand. C'est là où vous trouvez Pierre Barbin. Pierre, vous avez constaté tout au long de l'après-midi des reprises de feu qui étaient parfois plus importantes, parfois qu'ils se calmaient. À 17h23, quelle est la situation là où vous vous trouvez ? Écoutez, la situation, on est un peu revenu au calme, moins de reprises de feu qu'en milieu de journée, notamment peu après 14h où il y a eu vraiment 2 reprises très, très importantes qui ont rapidement été malgré tout maîtrisées par les pompiers, tant au sol que dans les airs. Mais c'est vrai qu'on voit à nouveau un panache de fumée noire. Cela veut dire qu'il y a à nouveau une reprise, une fumée noire. Cela veut dire que la végétation continue à brûler. C'est un combustible qui brûle, donc des arbres de cette pinette, de cette garrigue qui commencent à brûler. C'est vrai qu'il y a toujours la mobilisation des pompiers, je le disais, tant au sol que dans les airs. On est à côté d'une route, donc on voit régulièrement des camions spécialisés dans le travail des feux de forêt passer à cet endroit pour rejoindre cette garrigue et cette pinède qui attire l'attention de ces soldats du feu. Je le disais
aussi des Canadair, des Dash. Il y a d'ailleurs un Dash qui est actuellement en reconnaissance pour projeter du retardant à un endroit stratégique justement pour éviter que les flammes continuent leur propagation dans les minutes à venir. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a de nouveau fait très chaud ici aujourd'hui. Plus de 30 degrés et surtout ce qui a causé en général ces reprises d'incendie ici dans le département de l'Aude, c'est ce vent et ces rafales importantes à près de 40 km/h par moment. Il y a toujours du vent actuellement, d'ailleurs c'est pour cette raison notamment que ces reprises ont lieu en ce moment même derrière moi. C'est vrai que les pompiers ont toujours dit que c'était leur plus grande inquiétude, ce vent qui allait se lever dans l'après-midi, le tout combiné bien évidemment à une végétation très sèche ici dans le département de l'Aude. Mais en tout cas, le travail continue tant au sol que dans les airs. On sait que le feu progresse toujours, mais il est contenu. Voilà ce qu'a dit le sous-préfet du département il y a quelques minutes sur notre antenne. Merci beaucoup Pierre Barbin avec des images impressionnantes de Vincent Berthezen. Alors on voit ce qui se passe sur le terrain, mais Loïc Rivière, on va essayer de comprendre avec vous ce qui se passe au niveau du vent. Comment est-ce qu'on explique ces reprises de feu? Il a fait demi-tour tout simplement. Ce vent qui soufflait très fort hier jusqu'à 60-70 km/h, il est retombé aux alentours des 30-35 km/h tout de même en rafale. En ce moment, c'est donc un vent marin qui remonte de Méditerranée, un vent d'est à sud-est, mais en réalité, vous le voyez bien sur cette animation, il a tendance à hésiter, à tourner, difficile donc de l'anticiper. Alors peu à peu, les rafales de vent vont faiblir dans le courant de la soirée, dans le courant de la nuit, elles vont se réactiver, mais seulement demain après-midi, puisqu'on parle du vent. Regardez, depuis l'espace, on peut voir le vent, si ce n'est en tout cas les panaches de fumée poussés par la tramontane au tout début de cet incendie, vous voyez, qui ont filé tout droit en Méditerranée. 1000 hectares brûlés toutes les heures pendant la première nuit. Ce vent est retombé, il s'est réactivé ensuite et surtout au jour levé. Voilà, on voit ces fumées depuis l'espace qui s'étirent sur une bonne partie du bassin méditerranéen. En ce moment, la qualité de l'air est évidemment dégradée et surtout l'air va se réchauffer. Et Loïc, justement, l'air va se réchauffer puisqu'il y a une alerte, une vigilance canicule dans les prochaines minutes qui est déjà lancée d'ailleurs. 11 départements sont déjà concernés. Alors pour la carte de demain, en ce qui concerne cette vigilance orange canicule, département situé dans le sud-ouest jusqu'au Massif central, également en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez qu'on a ajouté quelques départements, notamment l'Isère, la Loire, la Drôme, l'Ardèche, qui rejoignent cette vigilance orange canicule. Les températures augmentent tout juste en ce moment. Elles vont rester très élevées le jour et la nuit également, dans un premier temps jusqu'au week-end. Ce vendredi, on pourrait déjà avoir des pointes à 40 degrés dans le sud-ouest en remontant vers la vallée du Rhône. Ce samedi, ces très fortes chaleurs vont se maintenir. Elles vont se diriger vers le nord du pays, tout comme le risque d'incendie qui va probablement évoluer lui aussi en remontant vers le nord. En réalité, cette vague de chaleur, la 51e prévue par Météo France, pourrait bien nous emmener jusqu'au 15 août, donc tout au long de la semaine prochaine également, avec un pic attendu ce lundi à l'échelle du pays. Merci beaucoup Loïc, restez bien avec nous. Dans quelques minutes, on va évidemment continuer de parler de cet incendie qui se poursuit dans l'Aude avec plus de 16 000 hectares qui ont été parcourus, mais tout de suite on va justement regarder le détail de la météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie, la météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Cette vague de chaleur sera donc la 51e prévue par Météo France. Elle débute ce vendredi. Elle pourrait bien se poursuivre pour une bonne partie de la semaine prochaine également. 5 départements sont déjà en vigilance orange canicule. Le Tarn-et-Garonne, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne. Le Rhône est également concerné. Des températures très élevées la journée qui auront bien du mal à baisser la nuit également. Alors nous sommes pris en étau entre deux masses d'air. La première remonte du Maghreb et d'Espagne. La seconde arrive dans le sillage d'une dépression qui, elle, s'enroule sur les îles britanniques. Il y a quelques débordements nuageux pour cet après-midi près des côtes de la Manche, principalement. Là, c'est un mélange de nuages, d'éclaircies un peu plus rares en remontant vers la côte de Palme. Mais plus on va vers le sud, plus c'est ensoleillé. Toujours ce vent marin jusqu'à 40 km/h sur le front des incendies. Voyons les températures maintenant en hausse sensible dès cet après-midi. 37-38 degrés dans le midi toulousain. Vous aurez 34 à Lyon, une trentaine de degrés déjà à Paris ou à Rennes. Puis, pour la
journée de demain, sensiblement le même découpage. Alors toujours ce front nuageux, faiblement pluvieux le matin, mais il va se morceler. Dans le courant de l'après-midi, les entrées maritimes vont s'éloigner sur le Roussillon. Le soleil va s'imposer et les températures vont vite augmenter. Alors le matin, elles seront déjà élevées, notamment à Toulouse, pas moins de 22 degrés, 24 à Nice, comptez 19 à Lyon. Puis dans l'après-midi, de 30 à 37, voire 38 degrés sur une très large partie du pays. On pourrait déjà avoir des pointes à 39 degrés dans le sud-ouest, 30 degrés à Paris et 36 prévus à Lyon pour cette journée de vendredi. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec Imaprotect, alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? Et il est 17h30, merci beaucoup d'être avec nous. On continue notre édition spéciale consacrée à ce troisième jour d'incendie dans le département de l'Aude. Un incendie qui est d'ores et déjà historique, c'est le plus gros du 21e siècle. Déjà 16 000 hectares ont été parcourus, 17 communes sont touchées. Ce que l'on peut dire d'après les dernières informations, c'est que le feu n'est pas fixé, sa progression est contenue, mais en tout cas cet incendie il pourrait durer encore plusieurs jours. Et selon les dernières informations du sous-préfet de Narbonne, il y a toujours 1850 sapeurs-pompiers qui sont en train de lutter contre les flammes. Un brasier qualifié d'ogre par le sous-préfet de Narbonne. 6 Canadair, vous le voyez sur ces images, et 3 Dash sont également mobilisés. Avant la tombée de la nuit, ils multiplient les largages pour tenter de fixer le feu. C'est leur objectif. Écoutez le sous-préfet de Narbonne. On va écouter le son du sous-préfet de Narbonne dans quelques instants. On continue d'ailleurs de débriefer ce que nous avait dit le sous-préfet de Narbonne ainsi que le colonel Christophe Magny, directeur du SDIS de l'Aude, d'un incendie qualifié d'un ogre. Il avait également précisé qu'il y avait 8 bulldozers qui sont déployés sur le terrain. Des bulldozers qui permettent quoi? Qui permettent de labourer évidemment le sol, mais également de permettre et de faciliter l'accès des pompiers, Maëva. Et on va être en direct tout de suite avec François Jobard. Vous êtes météorologue, prévisionniste à Météo France. Merci beaucoup d'être en direct avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui explique la difficulté actuellement pour les sapeurs-pompiers de venir à bout de cet incendie? C'est une multiplication de paramètres simultanément? Oui, en tout cas, on a des conditions météo qui restent défavorables, avec des fortes chaleurs qui vont même être amenées à s'intensifier dans les prochains jours, et des taux d'humidité qui restent assez bas, malgré l'orientation des vents à l'est-sud-est, donc malgré la provenance du vent de la mer. Très rapidement, dans l'intérieur des terres, l'air s'assèche, et donc on a toujours des conditions défavorables sur le front des incendies, avec à la fois de l'air sec, des fortes chaleurs, et le maintien d'un vent de secteur est-sud-est. François Jobard, vous parlez du vent, c'est l'élément déterminant et qui nous préoccupe depuis maintenant plusieurs heures. Vous le dites, il va y avoir du vent qui va se poursuivre. Est-ce qu'il va se poursuivre pendant plusieurs jours? Alors pour demain, on va garder ce vent d'est à sud-est, avec des pointes dans le secteur concerné jusqu'à 30 voire 40 km par heure pour les rafales les plus fortes. Donc dans l'absolu, c'est pas un niveau très élevé, mais compte tenu des conditions, donc c'est un facteur malheureusement défavorable pour les pompiers. Et donc il faut savoir que la végétation est extrêmement sèche. Elle a subi donc plusieurs mois et plusieurs années en réalité de déficit hydrique, et notamment cette vague de chaleur du début de l'été qui a été la plus sévère à l'échelle du département de l'Aude depuis la canicule d'août 2003. Donc on a vraiment eu des conditions météorologiques, climatiques défavorables depuis le début de cet été. François Jobard, est-ce qu'on a une idée pour les personnes qui nous regardent, les sinistrés, peut-être aussi pour les pompiers, de ce qui va se passer dans les prochaines heures? Est-ce qu'on peut attendre un apaisement des conditions météorologiques pour leur permettre de venir à bout de ces flammes? Dans les prochaines heures, notamment ce soir et la nuit prochaine, le vent devrait diminuer, donc devrait rester à des niveaux très faibles. Donc voilà, si